Cette question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, cette question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, 122. Depuis le début de l'année, ce sont 122 femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Combien d'assassinats encore devrons-nous supporter d'ici à la fin de l'année? Quel sera le macabre bilan de la violence masculine en 2024? Ce chiffre terrifiant ne représente que la pointe émergée de l'iceberg. Chaque année, 240 000 personnes, dont la plupart sont des femmes, déclarent avoir été violées ou agressées sexuellement en France. C'est une réalité glaçante si l'on pense aux 94 % de plaintes pour viol qui sont classées sans suite ou aux 1 % des agresseurs présumés qui sont finalement condamnés. C'est le chiffre terrible de l'impunité et il nous révolte. La journée du 25 novembre a été l'occasion d'illustrer une fois de plus la spécialité de votre gouvernement, les effets d'annonce. En effet, les mesures présentées pour lutter contre les violences faites aux femmes figuraient déjà dans votre projet de loi de finances dont nous avons débattu pendant un mois. Or, le budget que vous avez transmis au Sénat ignore totalement notre travail ou les revendications des collectifs féministes. Où sont les moyens pour mieux protéger les victimes, mieux enquêter et mieux juger? Où sont les ressources pour renforcer l'éducation à la vie affective et sexuelle? Où sont les mesures pour combattre la pornographie et la prostitution qui alimentent la culture du viol dans notre société? Votre budget ne tient même pas compte de l'inflation. Il fait porter le poids de la prime Ségur sur les associations. Dans un élan et une démarche historique, une coalition féministe vient de présenter une loi intégrale pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Ce projet plaide pour une politique publique financée à hauteur de 2,6 milliards d'euros par an. Elle contient nombre de mesures dont votre gouvernement pourrait s'inspirer pour une loi cadre. Alors, allez-vous vous saisir de cette loi intégrale? Allez-vous mettre les moyens nécessaires, des moyens qui s'avèrent aujourd'hui incontournables pour agir contre les violences faites aux femmes? Merci, ma chère collègue. La parole est à monsieur Paul Christophe, ministre en charge des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la ministre Thiébaut-Martinez. Je vous remercie de votre question portant sur une loi cadre intégrale contre les violences sexuelles portée par un collectif d'associations dont j'ai évidemment pris connaissance avec beaucoup d'attention. J'ai rencontré d'ailleurs quelques-unes de quelques membres hier. Je veux dire tout d'abord toute ma reconnaissance pour l'ensemble des forces associatives de la société civile qui s'engagent contre les violences, comme salué hier par Monsieur le Premier ministre Michel Barnier dans le cadre de la présentation de son plan d'action contre les violences faites aux femmes. Car ce combat sociétal appelle une mobilisation collective et l'engagement de tous. Celle des militants et militantes anciens des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes, que je remercie de leur inlassable détermination, comme celle de nouveaux collectifs qui entraînent avec eux des jeunes générations qui nous disent assez. Celle aussi des manifestantes et manifestants pour lesquels de récentes marches, pas plus tard que samedi dernier, ont pu être des premières pour dire leur solidarité avec les victimes et leur rejet de toute forme de violence. Je veux donc vous assurer qu'avec ma collègue Salima Assaha, en déplacement aujourd'hui, nous sommes en lien étroit avec le tissu associatif national et local pour continuer de progresser et renforcer l'efficacité. Hier, le Premier ministre Michel Barnier a annoncé des mesures concrètes pour une meilleure reconnaissance et soutien aux femmes victimes et enfants co-victimes, ne les oublions pas. Dépôt de plainte à l'hôpital, maison des femmes dans chaque département, formation initiale et continue des forces de sécurité que vous appelez de vos vœux, aux nouvelles formes de violences faites aux femmes. Madame la députée, je souscris à votre préoccupation à travers la loi à laquelle vous faites référence à mettre en avant l'importance de l'éducation plus jeune. La loi de 2001 d'ailleurs prévoit des enseignements à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans les programmes scolaires. Et avec la ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, nous assurons de l'application de ces mesures. Alors, même si l'objectif d'une loi cadre est louable, envie d'envisager une nouvelle loi, il nous semble prioritaire de consolider la mise en œuvre des dernières qui ont été votées, 8, je rappelle. Madame la députée, la journée du 25 novembre est toujours un moment fort. Mais ce n'est pas le combat d'une date, mais bien d'autres combats de tous les jours. Je vous remercie. Madame la Présidente, mes chers collègues, Arratsaldeon, ma question s'adresse au ministre du Budget, député du Pays Basque. J'ai été alerté par de nombreux maires qui observent un phénomène de fraude fiscale massive. Certains propriétaires déclarent leurs biens comme résidence principale alors qu'il s'agit d'une résidence secondaire pour échapper à la taxe sur les plus-values immobilières, à la surtaxe sur la taxe d'habitation des résidences secondaires, ainsi qu'aux règlements locaux sur le meublé de tourisme. Pour certaines communes,
La taxe d'habitation, c'est 15% des recettes municipales. Le manque à gagner est considérable. La majoration de la taxe d'habitation rapporte 1,8 million d'euros par an à Biarritz. Mais combien d'argent leur manque-t-il à cause de la fraude? De plus, les déclarations frauduleuses de résidence principale viennent gonfler artificiellement le nombre sur lequel est indexé le calcul de la loi SRU. Pour la ville de Biarritz, on parle potentiellement de 1000 fausses résidences principales, soit 250 logements sociaux supplémentaires à bâtir. C'est la double peine. Au-delà des conséquences financières, l'enjeu de justice fiscale des propriétaires de résidences secondaires profitant des services des collectivités et qui rendent intenable la situation du logement pour les résidents se soustrait à l'impôt dans l'impunité la plus totale. Comment peut-on l'accepter? Monsieur le ministre, ma question est simple. Vous engagez-vous à faire appliquer la loi en contrôlant efficacement la fraude à la résidence principale et si oui, avec quels moyens? Si vous êtes prêt à vous engager, avec mes collègues Colette Capdevielle et Iñaki Etxaniz, nous serons force de proposition, notamment sur des possibilités de coopération interservices et soutien aux communes pour détecter la fraude. Mieszker, merci. Le droit d'avoir un logement doit passer avant celui d'en avoir plusieurs. Il est temps d'agir. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Antoine Armand, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Peyo-Dufaux. Merci pour votre question. Il y a beaucoup de parlementaires sur tous les bancs qui partagent le combat que vous menez, qui a été mené récemment dans une proposition de loi transpartisane par Anaïg Lemeur et par Iñaki Etxaniz pour le logement permanent et pour la capacité à ce qu'il ne soit pas plus rentable, plus simple d'avoir des facilités fiscales, réglementaires lorsqu'on loue pour une courte durée et de très nombreuses fois un logement sur différentes plateformes que quand on fait l'effort de louer un logement permanent. Et vous avez dans ce gouvernement dirigé par un Premier ministre d'un territoire montagnard avec une ministre du Tourisme issue d'un territoire montagnard et un ministre de l'économie issu aussi d'un territoire montagnard, des gens qui sont soucieux de trouver l'équilibre entre le soutien au tourisme et le soutien au logement permanent. La loi qui a été votée ici permet de généraliser l'enregistrement, qui est un outil fort et qui doit permettre, et ça ce sera aussi à la main des communes, d'être surveillé et contrôlé au niveau local. Ceci étant, vous avez raison de souligner que nul ne doit se soustraire à la loi de la République et que ne pas payer l'impôt, c'est ne pas respecter le pacte qui unit chaque contribuable à la République. Et en ce sens, nous sommes ouverts à étudier avec vous la manière d'abord de mieux appliquer la loi sans aucun doute par des coopérations interservices, vous l'avez mentionné, par toute autre initiative réglementaire que vous jugeriez utile, car sur ce sujet, nous pouvons faire du bon travail transpartisan. Soyez assurés de ma détermination. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et j'y associe mes deux collègues Peyo-Dufaux et Iñaki Etxaniz. Devant l'Académie française, le président de la République a récemment déclaré que, je le cite, « les langues régionales sont un instrument de division de la nation ». Ces propos m'ont véritablement meurtri. Ils ont aussi blessé et mis en colère de très nombreux locuteurs des langues régionales, qu'ils soient de ma circonscription où l'on parle deux langues régionales, le basque, sûrement l'une des plus belles langues du monde, mais aussi le gascon. Mais que ces locuteurs soient bretons, alsaciens, nissards, créoles ou corses, ils ont été meurtris. Ce discours devant l'Académie montre finalement tout le mépris d'une élite et d'une certaine conception très intégriste d'une république où l'universel ne peut laisser aucune place à la reconnaissance des particularismes. Quand la France va-t-elle enfin respecter ses engagements européens, à savoir la ratification de la Charte européenne des langues régionales, dont M. Retailleau ne veut pas, pour protéger nos langues grâce à un statut durable et adapté? Comme le dit Mona Ozouf fort justement, la République a décidément du mal à se défaire de son surmoi jacobin. Malgré l'entreprise de destruction massive initiée par la Troisième République, nos langues régionales ont résisté. Nous assistons même à une renaissance avec le développement des premières écoles bilingues, Diwan, Calandrette et Castola. Le lien linguistique, partout où il existe,
perdure envers contre tout et contre tous. Il persévère pour se pratiquer, se partager et se transmettre. Aujourd'hui, la France devrait être fière de cette véritable mosaïque de langues qui sont les trésors de notre patrimoine vivant, un facteur d'enrichissement et surtout de cohésion sociale pour nos territoires. Monsieur le Premier ministre, que comptez-vous faire pour sauver et développer nos langues régionales? Mileshker. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Alexandre Portier, ministre en charge de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Capdevielle. Vous avez raison, les langues régionales font partie des trésors de notre pays, de notre nation, et sont partie intégrante de notre patrimoine culturel. Elles sont d'ailleurs consacrées dans notre Constitution, comme vous le savez, ce qui est évidemment un symbole sans doute le plus fort qu'on puisse trouver. Apprendre une langue régionale est toujours une richesse pour un enfant, pour un individu, pour un citoyen français, et c'est une preuve d'enracinement, d'attachement dans le sol de France. Ça fait partie de la richesse culturelle et linguistique de nos territoires dont nous sommes fiers. Et je le dis, c'est à la fois un facteur de cohésion, mais aussi un facteur de fierté locale auquel nous sommes ici attachés. Dans nos écoles, on a aujourd'hui plus de 168 000 élèves qui apprennent des langues régionales, le basque, qui vous est cher, mais aussi le breton, le corse, le catalan, l'occitan languedoc, les langues d'Alsace, des pays mosellans, et évidemment en accord avec les enseignements de la République. Tout cela est compatible, s'accorde, fait la richesse de notre nation, et cet enseignement peut se faire à parité entre des horaires français, des horaires de langue régionale. C'est une force et cela fonctionne. Nous sommes là pour le développer, pour le promouvoir. Et s'agissant de l'enseignement du basque en particulier, puisque c'est un sujet qui vous concerne au premier chef, on a aujourd'hui près de 17 000 élèves qui l'apprennent, soit un tiers des élèves du Pays basque. Depuis des années, le mouvement a été accompagné pour permettre ce développement. On a près de 70% des établissements qui aujourd'hui le proposent dans le premier degré, contre 42% il y a tout pile 20 ans. Si ce n'est pas un signe de bonne volonté, je ne sais pas ce que c'est. Donc de notre côté, du côté des services de l'État, le dialogue est nourri. Les services académiques sont mobilisés pour accompagner cette promotion et cet enracinement dans nos territoires. Les acteurs de l'Office catalan que vous connaissez, basque, pardon, les offices basques, seront reçus par la ministre Anne Genetet pour pouvoir poursuivre en ce sens en décembre. Et tout est sur la table de notre côté, du côté des services de l'éducation nationale, Madame la députée, pour avancer ensemble dans le renforcement de nos langues régionales. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Et merci. En fait, vous n'avez toujours pas répondu à la question principale que je vous ai posée. Quand allez-vous vous mettre véritablement au travail pour ratifier la Charte européenne des langues régionales? Quand? Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, on recense chaque année entre 120 et 130 femmes tuées par l'homme avec qui elles partagent ou avec qui elles partageaient leur vie. Ce chiffre, qui est tristement stable, est déjà révoltant. Mais savez-vous, chers collègues et mesdames et messieurs les membres du gouvernement, qu'il est en réalité bien loin des chiffres de la vérité. À ces féminicides recensés, il faut ajouter les 800 tentatives de suicide de femmes victimes de harcèlement moral, de violences psychologiques ou de violences répétées. Ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur et de la MIPROF. Et sur ces 800 tentatives de suicide, un tiers d'entre elles vont mourir. Ce n'est donc pas, comme on le dit souvent, une femme tous les 3 jours qui meurt sous les coups de son compagnon. C'est en réalité une femme par jour qui meurt de violence d'un homme. Depuis 2020, le harcèlement moral est une infraction criminelle. Mais qu'avons-nous fait depuis 2020 ? Qu'est-ce qui a été fait? Rien ou pas grand-chose. Pas de circulaire pénale spécifique de la loi de 2020, pas de formation des professionnels concernés, pas d'enquête systématique. Et pour les quelques cas qui ont conduit à des condamnations, le plus souvent, ce sont les familles qui ont porté plainte. Et que fait-on pour le demi-millier de femmes qui ont survécu à ces tentatives de suicide? On les sauve ou on attend une autre tentative de suicide qui finira un jour par être fatale? Les sauver, ça signifie enquêter sur leur tentative de suicide, chercher les violences, chercher le contrôle coercitif, entendre les proches, entendre les voisins. Monsieur le Premier ministre, maintenant on peut les sauver, ces femmes. Que comptez-vous faire? Pour vous répondre, la parole est à Madame Salima Saha, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs et les sénatrices, madame la sénatrice Laurence Rossignol. Je tiens tout d'abord à rappeler l'engagement du Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale. Aucune tolérance ne sera faite à l'égard des violences faites aux femmes. Avec le ministre Paul Christophe, nous sommes engagés avec l'ensemble du gouvernement à lutter contre ces violences. À cet égard, les annonces faites ce lundi renforcent notre engagement avec des mesures concrètes et ambitieuses, tels que les moyens alloués au dispositif aide universelle d'urgence. Je rappelle que le budget a connu une augmentation de 10%, alors que nous savons que cette période budgétaire est un peu difficile. Donc ça reste une priorité pour le gouvernement. Le renforcement de la formation des forces de l'ordre, la simplification des démarches pour les victimes. Ces actions témoignent de notre détermination à protéger chaque femme partout sur le territoire et à garantir que la justice soit faite. Concernant ce que vous appelez donc le suicide forcé, en 2023, 250 femmes auraient été poussées au suicide par leur conjoint. Depuis quelques années, des voix s'élèvent pour les intégrer dans le nombre de féminicides. Ce combat est mené notamment par Yael Mellul, ancienne avocate spécialiste des violences conjugales, qui est venue au ministère ce lundi 25 novembre pour travailler sur le sujet. Selon les derniers chiffres de la MIPROF, 773 femmes ont été victimes l'an dernier de harcèlement par leur ex-conjoint ayant conduit au suicide ou à une tentative. Cette notion de suicide forcé a été en effet introduite dans le code pénal en 2020. Cette nouvelle incrimination vient reconnaître des liens entre les violences conjugales et le suicide. Les suicides forcés, quasi exclusivement, concernent des femmes. Le comptage des suicides forcés dans le décompte des féminicides est une requête qui fait sens. Le travail sur ce sujet également, par l'ampleur des violences physiques et psychologiques dans le couple poussant la femme à se suicider. Certaines voix accusent l'État de nier volontairement ces violences afin d'amoindrir les chiffres de féminicides. En 2023, sans suicide forcé, 94 féminicides. Avec suicide forcé, 344. L'annonce ce lundi 25 novembre. Nous avons annoncé une évolution de la grille d'évaluation du danger et du masque de plainte afin de mieux prendre en compte toutes les formes de violence, suicide forcé, soumission chimique, cyberviolence, contrôle coercitif. Nous engageons également une formation, s'il vous plaît. Donc, un engagement, un effort massif sur la formation, sur l'accueil des victimes et le soutien psychologique. Je vous remercie. Merci. Madame Rossignol. Merci Madame la Présidente. Je crois que j'ai un peu de temps pour ma réplique. Madame la Ministre, d'abord je voudrais vous dire que depuis 25 ans, je ne connais aucun Premier ministre qui n'ait pas manifesté et témoigné de cette détermination à lutter contre les violences faites aux femmes. Pour autant, malgré cette détermination, les chiffres restent affreusement stables. Mais je vous ai posé une question précise qui concerne la prévention des suicides des femmes qui ont déjà fait une tentative de suicide. Vous m'avez répondu, vous nous avez répondu en redonnant les chiffres que j'avais donnés et en redisant à peu près ce que j'avais dit. C'est pas la réponse que j'attendais. Ce n'est pas la réponse que j'attendais. Nous voulons des actes. Comment prévenir? J'ai pas pris plus que la ministre. Merci Madame la Présidente. Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le ministre chargé des Outre-mer, je vais vous parler de vie chère structurellement incorporée dans les économies des Outre-mer et je n'évoque pas les braises qui couvent sous les cendres dans les autres territoires. Depuis 2 mois, je crois que vous en avez pris une exacte mesure. Tout se sait. Toutes les analyses ont été faites, tous les rapports d'information ont été faits sur les mécanismes de formation des prix. On sait tout. Pourtant, on fait peu. Du protocole signé en Martinique, vous ne retenez, et je veux ajouter pour le moment, que la baisse temporaire et partielle de TVA sur une liste de produits qui sera compensée, j'ai cru comprendre cela, et en symétrie des efforts que feront certaines collectivités. Vous nous répondez souvent négociation, médiation, charte d'engagement et autres ajustements, disons-le, marginaux, toujours fondés sur la bonne volonté des entreprises. Et pourtant, vous disposez de tous les outils réglementaires, constitutionnels. Vous avez tous ces moyens-là
Et aujourd'hui, je peux dire qu'on peut encore douter de la détermination du gouvernement à lutter contre cette gangrène, contre ce fléau de vie chère. De nombreuses propositions parlementaires ont été faites, ici même déposées qui par moi-même, qui par la délégation et le président Larcher lui-même, et aussi à l'Assemblée nationale. Alors ma question est simple. Que retenez-vous de ces initiatives? Quelle est votre feuille de route? Et sommes-nous bien, comme le dit le slogan célèbre, sommes-nous tous unis contre la vie chère? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur François-Noël Buffet, ministre chargé des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Victorin Lurel, Monsieur le ministre. Merci pour votre question parce qu'elle me donne l'occasion finalement de refaire un point rapide de la situation. D'abord rappeler qu'il n'y a que quelques mois que nous sommes ici et que la crise de la Martinique nous a beaucoup occupés, en particulier pour essayer de trouver la solution qui permette de réduire à partir du 1er janvier prochain de 20% les prix de première nécessité. Je rappelle 6 000 produits, 69 familles de produits. Cet accord, qui est un accord local intervenu entre la collectivité territoriale de Martinique, mais également les entreprises de Martinique, sous l'égide de l'État, va être mis en œuvre. Bon, est-il suffisant? La réponse est évidemment non. Parce que même s'il y a des mesures dans le projet de loi de finances qui vont nous permettre, qui va permettre notamment à la Guadeloupe de pouvoir travailler sur le taux de TVA, il y a nécessairement besoin d'autres mesures. Donc vous avez raison qu'il y existe énormément d'études, de rapports, de propositions de loi, y compris une qui est actuellement déposée à l'Assemblée nationale, qui viendra au mois de décembre, indépendamment de la vôtre que vous avez préparée, qui est enregistrée, j'allais dire, au rôle de l'audience, si je puis me permettre, du Sénat. Il va falloir que l'on pose l'ensemble du problème sur la table de façon très claire. Ce que je veux vous dire, Monsieur le Ministre, c'est qu'en réalité, il y a sur cette affaire de la vie chère à la fois des propos qui sont des propos de vérité, il y a des propos qui ne sont pas toujours très justes, donc je ne dirais pas qu'ils sont mensongers, mais en tous les cas incomplets, et qu'il est nécessaire, sur la base de tous les documents que nous avons, de faire cet instant de vérité. Donc nous allons l'engager. Nous allons l'engager, quand je dis quand, rapidement, parce que je veux qu'on aille assez vite sur ce sujet-là pour sortir de ce climat quelque peu anxiogène, et au-delà du fait qu'il est anxiogène, qui pose des difficultés pour l'ensemble de nos compatriotes ultramarins, parce que nous parlons de la Martinique, mais la Guadeloupe, mais pas seulement, d'autres territoires sont dans cette même situation, pour qu'on ait enfin la réalité des choses, y compris dans la chaîne de constitution des prix, où il y a des discussions à avoir. Donc nous avons tous les outils, vous avez raison, nous nous mettons au travail. Dès que le budget est voté, je vous le dis très librement, dès que le budget est voté, en espérant qu'il soit bien voté, naturellement, et on avancera sur ce sujet dès le début de l'année. Ensuite, on se positionne, et j'en ai terminé, sur une vision de moyen et long terme. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Madame la Présidente. Michelin, Watts, Valeo, la liste est longue. Monsieur le Premier ministre, derrière ces noms d'entreprises, il y a des destins de familles brisées, une angoisse certaine face à l'avenir et un sentiment d'impuissance dangereux. Ce sont notamment des soudeurs, des chaudronniers, des dessinateurs industriels, des électriciens, bref, des métiers essentiels dont la noblesse est balayée et qui méritent pourtant notre attention et notre protection. Face à une mondialisation du libre-échange à tout va, vous n'avez pas joué votre rôle. Vous avez laissé faire et aussi vous vous êtes laissé faire. Rien ne va. Nous sommes en pleine guerre économique contre les États-Unis et la Chine. Et cet été encore, le solde des ouvertures et fermetures des usines en France est redevenu négatif. Vous avez péché par orgueil ou par imprudence d'ailleurs. Face à ces deux géants qui, eux, ont bien compris que le libre-échange n'apportait pas de liberté s'il n'était pas régulé. Trêve de constat résigné, il faut passer à l'action. Les solutions existent et pourtant, rien ne bouge. Une stratégie industrielle européenne, pas d'ambition claire. Une stratégie nationale, j'ai entendu que votre ministre de l'Industrie commande un rapport alors qu'un travail complet comme celui d'Olivier Lanzi est déjà sur la table. Bref, les prix de l'électricité, plusieurs tentatives de votre part, mais rien de concret. Les règles d'achat public dans l'Union européenne, aucune convergence européenne. Un fonds pour territoire d'industrie, là aussi c'est des coups de rabot en millions d'euros. Monsieur le Premier ministre, les diagnostics sont clairs. Ce qu'il manque, c'est la volonté d'agir. Alors ma question est simple. Quand et comment comptez-vous agir pour enrayer ce déclin industriel que vous avez laissé faire? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Antoine Armand, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Merci Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur
le sénateur Cardon, je n'ai pas besoin de vous rappeler la date à laquelle le Premier ministre a été nommé Premier ministre de la République. Et ce gouvernement n'a aucune difficulté à assumer ses responsabilités, mais vous aurez l'heure de lui attribuer les responsabilités qui lui incombent. Je viens de le dire, le pays est à un moment industriel et économique clé, dans lequel, face aux difficultés industrielles et notamment internationales, nous avons besoin de sortir d'une forme de naïveté européenne que vous avez rappelée avec vos mots et que nous ne pouvons que partager. Face à la pression américaine, face à la pression asiatique, face à des pays et à des États et à des continents qui agissent avec une vitesse, une ampleur et un degré d'offensivité que l'Europe n'a pas su mettre en place à court terme. Pour cela, nous agissons avec une stratégie claire. C'est l'enjeu des tarifs douaniers de 35% pour stopper la concurrence déloyale portée par certains pays asiatiques en matière automobile. C'est le plan que nous portons aujourd'hui sous l'autorité du Premier ministre en matière d'acier, de sidérurgie et d'automobile au niveau européen avec des politiques sectorielles plus importantes. Ce sont les mesures que nous serons prêts à prendre en matière de sauvegarde pour préserver les industries. Vous en avez cité certaines qui sont aujourd'hui menacées par les pressions internationales. C'est aussi la stratégie nationale que nous portons sous l'autorité du Premier ministre avec l'idée de mieux financer notre industrie. L'industrie de demain avec les 1,5 milliard d'euros attribués à la décarbonation pour que les entreprises qui veulent développer de nouvelles capacités de production en France puissent le faire. C'est le projet de livret industrie qu'a annoncé le gouvernement dans la déclaration de politique générale du Premier ministre pour financer des emplois localement, des emplois qui vont durer, qui vont préserver. Pour cela, je suis sûr que nous pourrons compter sur l'ensemble de cette Assemblée dans le débat budgétaire qui s'annonce. Mais disons-le clairement, si c'est pour voter des dizaines de milliards d'euros d'impôts supplémentaires sur les entreprises, il y aura malheureusement, oui, des conséquences. Je vous remercie. Monsieur Cardon. Monsieur le ministre, ce que je remarque dans votre semblant de réponse, c'est qu'il n'y a pas de vision, pas d'ambition, pas de plan d'action, bref, pas de réindustrialisation demain. Et puis, puisque vous avez dit que le Premier ministre venait d'arriver, effectivement, si on regarde les chiffres de la balance commerciale, les chiffres de 2017, c'est moins 62 milliards, aujourd'hui c'est moins 98 milliards, bref, ça c'était en 2017, mais ça c'était pas vous qui étiez au pouvoir certainement.